Bonjour et bienvenue sur ce panel et cette session. Bienvenue au salon puisqu'on est au tout début. Alors, ce qu'on voulait faire sur ce premier panel, c'était approcher la question de l'intelligence industrielle de manière un peu holistique. Donc je m'explique. On parle beaucoup d'IA au niveau industriel, mais en fait l'IA, c'est qu'une composante. On a de nombreuses autres composantes, en particulier la donnée, la qualité de la donnée. On parle souvent de big data et AI, c'est pas pour rien. Et la deuxième, qui est vraiment très particulière au monde industriel, c'est la question du savoir-faire et de la compétence. Et comment on amène ce savoir-faire et cette compétence dans l'utilisation en vie réelle de l'AI dans le monde industriel. Donc pour cela, on a réuni aujourd'hui pour parler de ce sujet 4 personnes avec des points de vue très différents. Donc Ilaria Michilizzi qui est en charge des avant-ventes pour Aveva pour l'Europe du Sud, donc le point de vue techno, on va dire. Philippe Meige qui est en charge des services digitaux pour Axence, Head of Digital Factory pour Axence. En particulier sert ses clients du monde chimie et oil and gas aujourd'hui avec de l'IA appliquée. Olivier Tauri d'Accenture qui pourra nous parler donc une vision de la transformation digitale et des composantes associées. Et enfin Laurent Champanet, directeur général des arts et métiers, qui nous donnera un angle sur les sujets de la formation, comment préparer les générations à cette transformation en cours d'un point de vue industriel. Je me présente aussi, je suis Sébastien Horry, je suis en charge d'Aveva en France et en charge aussi des partenariats pour Aveva sur l'Europe, Middle East et Africa. Alors pour commencer, Ilaria, peut-être juste un petit peu un élément de cadrage. Alors pour ceux qui ont eu l'opportunité, vous avez pu voir peut-être qu'Aveva est en partenariat avec Porsche dans le monde de la Formule I. C'est un partenariat sur lequel on apporte des briques technologiques sur la gestion de l'énergie justement de la voiture. Mais Aveva est avant tout un éditeur de logiciels industriel. Alors qu'est-ce qu'Aveva entend par intelligence industrielle ? Alors, tout d'abord, c'est très intéressant justement le passage de la Formule AI vers l'industrie, parce qu'en fait, c'est exactement ce que la Formule AI fait face aujourd'hui, donc tout ce qui est rassemblement de la data pour réussir à comprendre à partir des données et avoir une vraie force de traduire ça en action et en décision. C'est les mêmes défis que l'industrie doit effectivement avoir dans leur quotidien tous les jours aujourd'hui. Donc pour nous, l'intelligence industrielle est effectivement la capacité d'une organisation à réussir à rassembler et à unifier les données, que ce soit du point de vue données engineering, données opérationnelles, données de maintenance, dans un système justement centralisé qui leur permet d'accélérer leurs décisions à différents niveaux de l'entreprise et également de collaborer dans un écosystème toujours plus connecté pour réussir justement à dissoluter la data et accélérer justement un changement qui est nécessaire aujourd'hui dans l'industrie. Donc pourquoi c'est effectivement nécessaire et stratégique ? C'est parce qu'aujourd'hui, nous devons d'une part, à niveau industriel, baisser tout ce qui est consommation, obtenir des targets de performance sans compromettre justement tout ce qui est productivité. De l'autre côté, on a des problèmes de résilience, donc on a besoin d'accélérer tout ce qui est compréhension d'une chaîne de valeur qui est très variable et fluctuante, même à niveau de la demande. Et tout cela n'est pas possible sans avoir un vrai écosystème connecté. Donc c'est intéressant de savoir qu'Aveva a eu la première release de l'Industrial Intelligence Report en collaboration avec IMD Business. Et en fait, ce qui est très intéressant de ces reports, c'est le fait qu'on a interviewé 275 exécutives pour comprendre quels sont leurs défis actuels pour construire cet écosystème connecté.
Donc on voit d'une part un intérêt à accélérer le partage de la data, on voit également l'importance de la gouvernance de la donnée. Mais en gros, ce qui est le vrai défi pour ces différents acteurs de l'industrie, c'est réussir à le faire en ayant une vraie accélération du partage de la donnée et interconnecter les données. C'est vraiment le gros défi qui va même au-delà de la capacité à avoir les bonnes ressources ou avoir un ROI. Donc c'est ça le vrai intérêt aujourd'hui, c'est cette capacité à travers le jumeau numérique d'après construire la base vers l'IA connecté industriel fait pour le métier et pour l'entreprise. Alors on discutera avec Olivier un petit peu des challenges qu'il y a sur cette intégration. Merci Hilaria pour cette approche. Alors on va parler un petit peu cas concret. Pour ne pas rester que dans la partie théorique et techno. Philippe, tu peux nous expliquer un petit peu ce que fait Axence et la manière dont vous interagissez avec vos clients, la manière dont vous amenez justement de l'intelligence industrielle? Bonjour. Donc, en juste 15 secondes, Axence est un bailleur de licence et on vend des procédés de raffinage et de pétrochimie et aujourd'hui aussi en énergie renouvelable, comme le recyclage du plastique par exemple. Et on supervise un certain nombre d'assets industriels donc chez nos clients, nos clients sont les raffineurs, Total, BP, ExxonMobil, etc., Aramco. Et donc ces gens-là construisent des unités industrielles et notre rôle, une fois toutes ces étapes franchies, c'est d'en assurer la supervision et l'optimisation en continu. Donc on a une étape de collecte permanente de données, on a une plateforme de monitoring qui permet de collecter des données. Donc un des triptyques sur lesquels on s'appuie, c'est évidemment, comme la plupart des sites de raffinage de pétrochimie étaient équipés du système OSIsoft, le PI System, qui maintenant est dans l'environnement et l'écosystème Aveva. On se sert beaucoup de la première brique qui est Connect Data Service, qui est pour nous un élément essentiel et fiable pour récupérer de la donnée en temps réel. Et pour rendre pour donner de l'intelligence industrielle à ce que l'on fait, il y a un triptyque, c'est la donnée, récupérer de la donnée et la rendre de qualité. 2, c'est effectivement appliquer une couche d'intelligence artificielle. Et le troisième triptyque, c'est d'en tirer des actions. Il ne suffit pas de construire des modèles, il faut en faire quelque chose. La première étape, c'est souvent la plus critique, c'est récupérer la donnée, c'est facile, mais après, comment la rendre intelligente, cette donnée? Comment la rendre exploitable? Comment la donnée devient, on va dire, IA ready? Et c'est là où la chose est la plus compliquée. Et il faut vraiment avoir une première étape on va dire, d'instrumentation sur les sites qui soit bien améliorée par rapport à avant pour récupérer cette donnée. Mais après, il faut surtout la contextualiser, cette donnée. Et c'est ça l'étape la plus importante. C'est vraiment avoir... Alors, tout à l'heure, je voyais la présentation du Digital Twin sur votre stand, où vous insistez beaucoup justement sur la contextualisation. Et c'est là où un expert prend tout son rôle. Donc on ne remplace pas du tout, on le remet au centre, l'expert, parce que un compresseur, une pompe, un réacteur, tout ça, il faut le contextualiser. Si on récupère juste la donnée sans savoir d'où ça vient, ça n'a aucun sens. Et il faut donner du sens à l'enchaînement de toutes ces données pour après avoir un écosystème qui soit intelligible. Une fois qu'on a récupéré ces données et qu'on l'a contextualisée, un élément fondamental, c'est de la rendre, de s'assurer de la qualité de cette donnée. Et pas simplement en éliminant les outliers ou en travaillant sur des seuils, mais en regardant la consistance de la donnée. Est-ce que telle variable varie avec telle autre variable dans le bon sens? Et ça, il y a une petite couche d'IA qui vient automatiser tout ça et qui vient, via des modèles, alimenter le fait que, par exemple, une température qui augmente dans un réacteur, c'est parfaitement compatible avec un débit d'hydrogène supérieur. Et si on trouve qu'il y a des tendances qui sont décorrélées ou inverses, c'est de la donnée disqualifiée. On ne peut travailler que sur de la donnée qualifiée. Et une fois qu'on a fait ça, il faut aussi assurer une couche de gouvernance de cette donnée. Parce que si personne ne sait d'où cette donnée vient, si personne n'en prend soin, si personne n'assure la continuité de cette donnée jusqu'à l'alimenter un outil d'IA, ça ne sert à rien. La deuxième étape, donc, c'est construire des modèles basés sur de l'intelligence artificielle.
Et si j'ai un tout petit regret dans la présentation qu'on a vue tout à l'heure, c'est on voit bien la construction de modèles que vous faites à partir de données. Très bien, on va dire que c'est des modèles statistiques, mais il manque une couche de physique. Et tant qu'on n'aura pas cette couche de physique qui rend les choses compréhensibles et explicables, je pense que là, il y a vraiment quelque chose à apporter dans cet ensemble. On construit ce qu'on appelle des modèles hybrides pour en faire vraiment des jumeaux numériques. Et il faut partir d'un modèle thermodynamique et ensuite alimenter ce modèle thermodynamique avec de la donnée en temps réel pour l'améliorer en continu et le recalibrer en temps réel de façon à pouvoir derrière corriger toutes les dérives, etc. Et une fois qu'on a fait tout ça, oui, là, il y a vraiment une couche d'action qui peut se mettre en route. Et l'action, c'est vraiment brancher un APC derrière, basé sur les conseils en ligne qu'on peut donner, et prendre la main sur le DCS du client pour faire tourner l'unité. En résumé, je vais m'arrêter là. La seule chose qui est très importante à retenir, c'est pour avoir de l'intelligence industrielle, il faut d'abord amener la data au niveau industriel. D'ailleurs, juste une petite question, je vais te donner la parole. L'un des éléments, donc vous êtes un acteur tiers de l'opérateur, donc vous accédez à leurs données, ou en tout cas vous collectez leurs données. De sujets à la fois propriété de données et cybersécurité est un sujet évidemment cœur. Comment vous gérez ça par rapport à vos clients ? Alors ça a mis longtemps à se mettre en place, très clairement, parce que on va dire que 10 ans en arrière, les gens donnaient leurs données sans s'apercevoir que la valeur que ça avait. Il y a 3-4 ans, les gens ne voulaient plus du tout donner de données parce qu'ils disaient on est sur un tas d'or. Mais on leur expliquait, mais un tas d'or, si on est juste assis dessus, ça ne sert à rien. Et aujourd'hui, il y a un langage commun qui s'est mis. On peut accéder à vos données. Donc, nous, on est essentiel dans leur chaîne parce que d'abord, on connaît parfaitement les procédés et d'autre part, on a l'expertise pour apporter de la contextualisation et puis du conseil en ligne derrière. Donc, on n'a plus de soucis. Une fois qu'on a franchi disons que le management des sites autorise l'export de la donnée. Après, il faut passer toutes les étapes, effectivement, IT, cybersécurité, et donc avoir des plateformes parfaitement fiables. Il n'y a plus trop d'hésitation à passer dans le cloud, comme il y a pu y avoir dans le passé. Aujourd'hui, le cloud est parfaitement admis à partir du moment où il est ISO 27000 et machin, mais SOC 1, SOC 2, enfin tous les critères possibles et admissibles. Mais une fois qu'on a passé tous ces seuils, je dirais qu'aujourd'hui, c'est relativement fluide et on n'a plus trop de problèmes Et donc, notamment, CDS est un excellent outil qui fait mouche quand on en parle dans le secteur. Merci. Alors, justement, on va continuer sur ce sujet. Olivier, et on va prendre un peu de recul. Si on regarde de manière un peu plus générique la question de la transformation digitale, mais aussi cette question d'intégration OT-IT. Donc toi, tu es impliqué dans un certain nombre de projets sur cette problématique-là. Quels sont les grands enseignements déjà des problèmes prioritaires ou principaux, ou les challenges principaux que vous voyez, et ensuite les grands enseignements aussi que vous en tirez pour en faire un succès? Merci pour cette question. Bonjour à tous. Il faut savoir, comme ça a été dit par Philippe, pardon, je m'excuse, par Philippe, cette transformation, ce n'est pas juste un sujet technique, c'est vraiment un programme de transformation qui a besoin des hommes, des femmes pour la mener à bien. Et donc, la connexion de l'IT et de l'OT, ce que nous on voit chez nos clients, ce n'est pas juste l'interfaçage de deux systèmes. C'est faire dialoguer. Moi, je le vois au quotidien. Je travaille beaucoup avec des personnes de l'OT. Je venais de l'IT dans le domaine des télécoms. C'est faire dialoguer deux mondes qui n'ont pas les mêmes priorités, qui n'ont pas les mêmes horizons temporels et qui n'ont pas, je dirais, quelque chose qui est fondamental, la même culture du risque. Et c'est à cette frontière vraiment que se jouent les vrais enjeux.
Je vais en citer 3 pour ne pas faire un long dialogue. Le premier, c'est le défi que je dirais opérationnel. Aujourd'hui, au niveau de l'IT, on est focalisé sur l'accessibilité de la donnée, la confidentialité de la donnée, qui accède à quoi, un peu où, quand, comment, avec quels moyens. Dans le domaine de l'OT, le focus, il est sur la sécurité physique, donc l'intégrité physique des employés, et aussi la continuité de la chaîne de production. Donc, quand on mêle ces deux univers, on ne peut pas importer les réflexes de l'IT très facilement dans le domaine de l'OT. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'il faut mettre en place une supervision de l'OT qui est propre à l'OT, parce que ce sont des règles qui sont souvent issues de réglementation qu'il faut suivre. Moi, je travaille sur certains sites qui sont Céveso, et donc il faut respecter certaines normes. Par contre, il faut aussi intégrer les nouveautés apportées par l'IT qui permettent en fait de faire ce qu'on peut appeler une sorte de supervision dégradée, de maintenir la dégradation dans le temps sans qu'il y ait en fait un arrêt. Le deuxième enjeu que je vois personnellement et qui est assez complexe, et tu l'as dit, il est organisationnel. Aujourd'hui, l'IT pousse à capter toute la donnée que l'OT peut produire. Par contre, au niveau de l'OT, on a une réticence à faire sortir certaines données, ce qui peut créer en fait une sorte de friction. Je prends un exemple très concret. Lorsqu'on travaille sur un site industriel et qu'on a des données qui sont issues de capteurs qui remontent en centrale et que ce corps central fait une prédiction sur un réglage à faire sur un appareil, par exemple, ça peut être une turbine ou ça peut être un compresseur, la vraie question, c'est qui est responsable ? Qui est responsable de l'actionnement de la recommandation ? Parce que si ça se passe mal, ceux qui sont sur site, c'est eux qui vont devoir faire tous les moyens de rémédiation. Je le vois aussi dans certaines organisations qui sont organisées de manière multisite, avec une très forte fragmentation entre le central et le local. Je m'explique. Ce qui se passe dans ces cas, c'est qu'on a souvent le central, et je le vis quotidiennement, qui pousse à ce qu'on peut appeler de la standardisation et au passage à l'échelle, parce qu'il faut réduire les coûts. Et on a le local qui force à garder son autonomie et son contexte. Personnellement, la recommandation qu'on fait dans ces genres de transformation liées à l'IA, c'est d'avoir une approche plutôt fédérée, une sorte de séparation des pouvoirs, pour éviter que le central ne force le local au risque de perdre le contexte. Donc, on propose un modèle où le central pose la fondation avec des solutions comme Aveva Connect et d'autres qu'on voit aujourd'hui sur les différents stands, permettant d'avoir les standards, d'avoir tout ce qui est garde-fou, permettant d'assurer une bonne cybersécurité. Par contre, la responsabilité de la priorisation des cas d'usage et le contenu métier reste au niveau du local. En faisant cette approche, on s'assure en fait de l'adoption de la transformation par, je dirais, les premiers concernés. En tout cas, ça c'est mon expérience personnelle. Le troisième volet, et je ne vais pas beaucoup insister là-dessus parce qu'il va être beaucoup plus abordé par Laurent, que je vois, c'est le côté humain. La technologie, c'est bien, mais au jour le jour, on travaille avec des hommes, des femmes qui ont une aspiration en fait à s'élever quotidiennement. Et donc, la capacité de l'IA, l'appréhension de l'IA, j'y vois deux points doubles. Le premier, c'est qu'on demande aujourd'hui à des personnes qui ne sont pas des data scientists de monter en compétence sur une technologie que même nous, côté conseil chez Accenture, on est en train d'apprendre. En fait, on apprend en même temps que nos clients. Et la deuxième chose, et c'est là où l'IA peut apporter une vraie bascule, c'est que
l'IA peut être utilisée pour capter ce qu'on peut appeler le savoir-faire tacite des employés expérimentés pour faire monter en compétence des employés plus jeunes. Et cette capacité de l'IA est aujourd'hui celle que nous, côté Accenture, on met en avant. Ce n'est pas remplacer l'expert, on ne peut pas. Je le vois tous les jours, on ne peut pas remplacer l'expert. Par contre, c'est capter cette expertise pour que l'expert soit focalisé sur des tâches qui sont plus orientées sur la finesse du jugement, donc des tâches plus complexes. Et le danger qu'on voit personnellement, que je vois dans l'IA aujourd'hui, dans certaines organisations, c'est de la marche forcée. C'est forcer l'adoption de l'IA plus vite que l'organisation elle-même ne peut l'absorber. Et toute transformation, pour qu'elle soit réussie, il faut qu'elle soit, on va dire, explicable. Tu as utilisé ce terme et c'est un mot que j'entends de plus en plus. On veut de l'explicabilité, pas juste quelque chose qui nous sort un résultat qu'on ne sait pas interpréter. Et je viendrai maintenant sur les bénéfices que je vois. Je peux citer sur 4 domaines. Sur la performance, aujourd'hui, les entreprises qui font cette transformation avec votre solution, mais avec d'autres aussi, parce que je dois être assez transparent. Mais bon, nous, on travaille avec vous au quotidien sur ces sujets. Sur le domaine de la performance, il y a réellement une amélioration sur tout ce qui peut être maintenance prédictive. On le voit, et je l'ai des cas projets concrets avec de meilleurs rendements et une meilleure qualité. Sur l'aspect de la résilience, je pense que c'est toi qui en as parlé, avoir de la résilience au niveau de l'entreprise. En fait, cette résilience, elle est obtenue par juste le changement de posture qui passe d'une posture plutôt réactive à une posture plutôt prédictive. Il y a un élément qui est important, et tu en as beaucoup parlé, Philippe, c'est le côté durabilité. Moi, je travaille beaucoup, comme toi, pour l'industrie du oil and gas et de la chimie. Et aujourd'hui, ces entreprises-là voient qu'avec la donnée et l'intelligence artificielle, on peut aller vers plus d'optimisation de la consommation énergétique parce que c'est une vraie problématique à gérer. Et il y a un élément qui est très important, c'est qu'avec cette donnée de confiance, on est plus à même de produire des reportings réglementaires avec lesquels l'entreprise et son board sont à l'aise. Et le dernier point, c'est enfin le passage à l'échelle. Total Accenture a créé la Thales Digital Factory, la Total Digital Factory. Ce qu'on voit lorsqu'on arrive à poser ces fondations, c'est que le déploiement des nouveaux cas d'usage est plus rapide et on peut sortir de ce qu'on appelle aujourd'hui le purgatoire. Nous, on l'a connu, des pilotes où on fait des POC qui n'arrivent jamais à industrialiser. Et effectivement, avec des solutions permettant de réaliser cette fondation de données partagées entre l'IT et l'OT, on arrive à réaliser concrètement de la valeur pour l'entreprise. Donc, pour conclure, je dirais simplement, la technologie existe, on la teste tous les jours. Ce qu'il faut, c'est la gouvernance et aussi l'alignement entre le besoin métier et, je dirais, les hommes, les femmes qui travaillent au quotidien à faire tourner l'outil industriel. Merci. Merci de ce tour d'horizon qui est très complet. Alors, parlant des hommes et des femmes, tu as abordé, on va dire, les gens qui sont dans l'entreprise et qui travaillent. Mais la question aussi qu'on voulait aborder, c'est comment on prépare les nouvelles générations, les nouveaux ingénieurs à être prêts pour démarrer pied au plancher. Et moi, de mon temps, je pense que le software se limitait à MATLAB à peu près, on va dire en short, c'est quand on était en école d'ingénieur. Mais donc aujourd'hui, quels sont les outils que vous regardez? Et puis surtout, en fait, c'est comment effectivement, ce que tu disais, la transformation, en fait, ces générations, elles vont amener elles vont être beaucoup plus natives sur ces outils-là. Mais en même temps, il faut avoir la compétence du processus. Donc, comment on forme les nouveaux ingénieurs à ce sujet? Alors, en fait, on est dans le même état de tension que celui que Olivier vient de décrire entre l'IT et l'OT, parce que, un peu historiquement, il y a les écoles d'ingénieurs qui forment le côté IT
les matériaux, les procédés de fabrication, le système de production, la question des capteurs, donc voilà, comment est-ce qu'on crée la donnée, et puis les écoles de management qui sont plutôt sur la couche IT avec le management de la donnée, la prise de décision, le client, les finances, ainsi de suite. Et aujourd'hui, tout le monde se pose la question, c'est est-ce qu'il faut faire monter les ingénieurs dans les étages de l'entreprise ou est-ce qu'il faut faire descendre les cols blancs dans l'usine, quoi. Voilà, et c'est exactement ce que tu as décrit. Et donc, du coup, nous, dans les formations, alors il y a déjà des écoles de management qui ont dit maintenant, il n'y a plus de frontières entre les ingénieurs et les managers à cause d'outils dont on parle là. C'est pas si clair que ça, parce que nous, typiquement, sur une école d'ingénieurs comme Arts et Métiers, où on est historiquement très dans l'atelier, dans l'usine, on doit continuer à former aux basiques, aux sciences des matériaux, parce qu'en plus, maintenant, on a de plus en plus les questions de recyclage, vous en avez parlé, les procédés de fabrication qui sont toujours de plus en plus nombreux, et puis, comme tu l'as dit, les questions de les gens qui sont dans l'usine, comment est-ce qu'on fait tourner le système de production en toute sécurité, et comment est-ce qu'on capte de la donnée, et c'est quoi les technologies de capteurs pour avoir de la donnée qui soit propre à la base et qui puisse être fiabilisée après derrière. Alors, aujourd'hui, rajouter des heures de formation dans 3 ans de formation d'ingénieur où il faut déjà partir 6 mois à l'international et 6 mois de stage, donc ça, c'est un petit peu compliqué. Ça fait un peu de ségrégation dans les types d'écoles d'ingénieurs. Nous, aux Arts et Métiers, on reste sur le sujet de dire il faut qu'on ait un système de production qui tourne et qu'on produise de la donnée qui soit fiable. Donc on s'intéresse beaucoup à la question de la qualité de la donnée. Voilà. Comme tu l'as dit aussi, la question du modèle physique et comment est-ce qu'avec l'IA, on va compléter le modèle physique pour qu'il colle à ce qu'on mesure. Donc on reste un peu sur ce sujet-là. Et après, c'est plutôt dans le cadre de projets d'étudiants où on fait des projets justement de montée en compétence de notre système industriel. Alors nous, aux Arts et Métiers, dans nos campus, on a des systèmes industriels qui ne produisent pas en continu, mais qui intègrent toute la réalité industrielle. On a des machines-outils, on a des forges, on a des fonderies, on a des plateformes pour travailler les polymères et les composites. On fait des projets d'étudiants pour faire monter le système en compétences et justement illustrer l'élément de tension dont tu parlais. Et donc là, on les fait utiliser plus des logiciels de supervision, de gestion des données. Et puis on s'associe éventuellement avec des écoles qui font des formations complémentaires plutôt en data science à la fin, suivant comment est-ce qu'ils veulent s'orienter. C'est comme ça qu'on essaye un petit peu d'illustrer les choses. Et avec aussi la problématique qui est assez sous-jacente dont tu as parlé, qui est la problématique du management des gens. Et est-ce que les décisions qui seront prises par l'école blanc ont un impact direct via ces outils-là sur les gens qui sont dans l'entreprise? Donc voilà, c'est pas très facile et ça, je pense que ça nécessite un positionnement et une ségrégation plus forte entre les écoles. Et j'ai l'impression que c'est dans cette direction-là qu'on est en train d'aller aujourd'hui. Comment se fait, alors peut-être la question elle est entre toi Laurent et Philippe, comment se fait le lien entre les écoles et les entreprises? Est-ce qu'on est, on va dire, dans un contexte habituel avec des stages, etc. Ou est-ce qu'il y a peut-être un besoin d'avoir un peu plus d'échanges et un peu plus d'aller-retour Alors, il y a toujours beaucoup d'échanges sur la question des stages, des alternances, de l'embauche. Mais là où on a beaucoup progressé, c'est sur faire que les entreprises nous amènent des cas pratiques industriels qui servent de base justement au projet de nos étudiants. Et plus on peut proposer des projets qui soient réalistes, qui soient authentiques, ou éventuellement qui sont présentés d'ailleurs par quelqu'un qui vient de l'entreprise, qui dit voilà nous ce qu'on veut faire, est-ce que vous avez des idées pour faire ça? Et plus ça marche, voilà. Et ça illustre aussi cet élément de tension qui est vécu, que nos profs ne peuvent pas tellement illustrer. Ça, c'est une première chose. Et là où on a pas mal de progrès à faire, et on n'y arrive pas encore, sur le champ technique, on va dire, c'est sur la formation continue des personnels des entreprises industrielles. Voilà. Et là, ça reste quand même... Alors déjà, il n'y a pas forcément beaucoup de dépenses faites dans la formation technique dans les entreprises. On dépense plutôt sur la partie managériale, pour les cadres, je parle. Et je pense qu'on aurait intérêt, pour essayer d'avancer plus vite, de faire ensemble dans le champ de la formation continue des personnels des entreprises. De notre côté, pour combler le gap, en fait, on a de la chance de s'appuyer sur une école d'application qui est l'IFP School,
Donc ils forment généralement en dernière année d'ingénieurs, donc il y a pas mal de Gazar notamment qui sont là. Et donc ils viennent faire leur dernière d'ingénieur dans cette école et ensuite souvent on les embauche directement. Et on a la chance d'avoir un ADN commun avec eux et du coup on participe en tant qu'industriel au programme. C'est-à-dire chaque année, le conseil d'administration de l'école nous appelle et nous dit, selon vous, quel élément de notre programme on devrait infléchir, vers quoi on devrait aller, quelles sont les grandes tendances que vous voyez, vous, dans l'industrie, et qu'on pourrait petit à petit mettre en œuvre dans notre programme, en enlevant des éléments et en rajoutant des nouveaux. Donc on participe régulièrement à ça. On donne des cours nous-mêmes à l'école pour déjà attirer les talents, et puis les sensibiliser à ce à quoi nous on croit et ce dont on a besoin. Et l'intérêt de faire ça, c'est que quand ces étudiants sortent de l'école, le jour 1, ils sont opérationnels dans l'entreprise. On a effectivement, nous aussi, une offre de formation post-ingénieur, plutôt type master spécialisé, qui sont construits exactement comme ça. Nous, on a management de la maintenance, continuité de la chaîne numérique, avec effectivement surtout les étudiants et beaucoup d'interventions de professionnels dans la conception du programme. Et c'est le programme de 6 mois plus une immersion professionnelle et dans la réalisation. Je suis assez d'accord, je fais partie de la commission industrie de Numéum, donc qui est le syndicat des éditeurs de logiciels et des entreprises de services numériques. Et le sujet qui semble extrêmement critique pour l'accélération en fait, de l'utilisation du digital et de l'AR en particulier, c'est la capacité à la montée en compétence effectivement du monde professionnel en fait. Donc il y a effectivement à mon avis un gap à couvrir d'un point de vue offre, avec aussi une question effectivement de la demande et de l'habitude d'investissement associée des entreprises. Donc il y a un peu de travail sur ce côté-là. Oui, mais c'est compréhensible parce qu'à la fois, les entreprises ont tendance à dire on fait de la formation en interne chez nous, dans nos locaux, comme ça nos salariés partent moins longtemps à l'extérieur. Donc on voit fleurir des académies d'entreprises. Et puis nous, nos enseignants qui sont adaptés à de la formation initiale d'étudiants, c'est pas forcément les meilleurs pour faire ça. Donc c'est aussi un champ qui est... Voilà, c'est pas forcément simple à faire. Voilà. Nous, on a eu des expériences assez réussies avec, on peut citer les noms, Capgemini, Dassault Systèmes. On a fait une formation ensemble pour les salariés de Capgemini. On n'est pas sectaire, on est ouvert. Voilà. le débat est ouvert. Le temps passe vite. On arrive à la fin de ce débat passionnant et ce point de vue. Alors, pour conclure en 2 mots chacun, si on réfléchit à quel est le point critique pour vous, le plus important pour réussir cette transformation et pour l'installer de manière durable. Alors c'est assez intéressant, on est parti de la tech, on a fini à parler beaucoup de people. Allez, on commence avec toi, Hilaria. Alors, un point fondamental, on l'a déjà dit, c'est avoir de la donnée des réelles confiances. Donc ça, c'est le point de départ. La contextualisation et la gouvernance a déjà été nommée plusieurs fois, mais c'est encore une fois la rendre démocratisée pour les différents acteurs à niveau de l'entreprise. Et deuxième point pour moi, c'est vraiment l'ouverture vers l'écosystème connecté dont on parlait tout à l'heure. On a des défis qui sont quand même très hauts aujourd'hui à niveau des industries. On ne peut pas y arriver avec une seule organisation. Il est quand même important de pouvoir partager la data à un niveau plus large, à niveau d'un écosystème qui va vers les fournisseurs, les différents organismes aussi qui supportent les entreprises et réussir aussi à créer de la vraie valeur ajoutée à un niveau plus large dans les économies. Philippe. Un des points fondamentaux, c'est l'adoption et c'est l'usage. Donc on a parlé beaucoup de ce qui est en amont, mais quand on installe une plateforme chez un client, il y a au départ un gros client, un gros raffineur, il veut une grosse plateforme, tout ça. Enfin, le board dit on va s'orienter vers ça, mais après, il faut qu'il y ait une réelle adoption dans l'entreprise. Il faut que ça descende au niveau des opérateurs, des ingénieurs process, et qu'ils adoptent vraiment l'outil. Si on n'a pas cette adoption, c'est un échec. C'est très clairement, ce ne sera pas du POC, parce que le client aura sa plateforme, il aura tout payé, tout le monde sera content, mais il y aura peu de valeur retirée derrière. Et nous, on est à l'étape encore après, où on assure le niveau de performance constant. Et si on n'a pas cette adoption des clients,
C'est un râpé. échec. Voilà. Donc on travaille beaucoup là-dessus. Olivier. Je compléterai par ce que Philippe vient de dire. Je pense qu'il faut aussi qu'il y ait une consistance au niveau de la direction générale qui fixe la vision. Il faut se dire qu'une transformation, ce n'est pas une ligne droite. Donc, ça peut prendre des chemins un peu sinueux et il faut s'y tenir. Et je dirais aussi qu'il faut porter réellement, il faut donner l'autonomie au terrain. C'est avoir la vision tout en haut et se dire que c'est un objectif tout en donnant une autonomie au terrain parce que c'est eux, les femmes, les hommes qui font ça au quotidien, qui ont la meilleure vision. Alors, contextualisation de la donnée et mise en partage de l'écosystème, adoption, engagement de leadership et autonomie du terrain. Laurent, le mot de la fin. Je vais redire ce que j'ai dit. Faisons monter en compétences pour accélérer l'adoption à la fois les jeunes et les plus vieux des entreprises en les formant ensemble. Merci beaucoup. Merci. Nous concluons ce panel. Et nous invitons bien sûr les personnes qui veulent continuer cet échange sur le stand d'Aveva, soit pour découvrir les offres dont Philippe et Olivier ont mentionné, ou alors pour continuer la discussion sur ces sujets passionnants. Merci beaucoup, bonne journée, au revoir.